Eh ben maintenant, on va donc rentrer dans le sujet en profondeur avec Damien Routier, que j'invite sur la scène. C'est un tonnerre d'applaudissements déjà. Oui, merci Damien. Alors, sur ma petite fiche qui n'est pas du tout Regen, tu es auteur d'un livre, Un donut pour tout changer, et on me dit que tu es expert dans la transformation RSE des entreprises. C'est vrai. Je plaide coupable. Raconte-nous. Bon, bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravi d'être là avec un peu de pression par rapport à ce que j'ai entendu juste avant. J'ai entendu que vous aviez adoré l'intervention d'Arthur Keller, donc je suis un peu jaloux de ne pas avoir été là avec vous. Et en même temps, ça me met un petit peu de pression aussi pour être au niveau. Donc j'espère que vous avez passé un aussi beau moment. J'ai entendu le terme de révolution. Et vous allez voir qu'avec le donut, on va y aller assez fort. Et puis, troisième point, c'est la notion des 3 horizons, de construire une trajectoire qui ne mette pas en péril l'activité immédiate de l'entreprise, mais par contre, qui permettent d'envisager d'autres modes de fonctionnement. Alors, donc, j'ai nommé cette conférence « Un donut pour tout changer » de manière très originale. Alors, je ne vais pas vous raconter ma vie, enfin, en tout cas pas de manière classique avec le CV, parce qu'en fait, je pense que ça ne vous intéresse pas. Et j'ai cru comprendre aussi que la CEC, c'était très orienté tête, cœur, corps. Et donc, je vais vous parler de mon cœur, parce que j'utilise beaucoup ma tête. Mais là, je vais vous parler de ce que moi, mon moment de bascule. Et mon moment de bascule, il n'est pas du tout environnemental à la base. Il date d'il y a 10 ans à peu près. À l'époque, j'étais très très bien payé. Mon épouse venait de rentrer chez Google. Elle était extrêmement bien payée. On avait on a toujours, mais à cette époque-là, un enfant qui a 2 ans et demi. Et donc, on est en septembre 2015 et je vois cette image horrible qui me touche encore beaucoup du petit Elan Kurdi. Je ne sais pas si ça vous parle, d'un enfant, un réfugié syrien de 2 ans et demi, échoué sur la plage. Voilà. Et alors, honnêtement, ça me touche toujours beaucoup, je pense que vous l'entendez. Et le même jour, en fait, j'ai découvert quelqu'un qui s'appelle Jean-Marc Jancovici. Et Jean-Marc Jancovici, il m'a beaucoup aidé à ce moment-là parce qu'il m'a expliqué qu'en fait, ce que j'avais ressenti par rapport à l'injustice faite à cet enfant, il y avait des raisons. Et des raisons qui sont liées directement à nos modes de vie et à l'utilisation des ressources que nous faisons, de l'énergie, et puis des conséquences avec le réchauffement climatique et des problèmes agricoles. Voilà. Voilà d'où je viens, moi. C'est vraiment ce choc-là qui m'a fait changer de voie. Alors, le programme pour cette session de 45 minutes, c'est court. La première chose, c'est que je vais revenir sur Donut Economics. Donc, j'ai compris que vous saviez à peu près ce que c'était, mais on va revoir un petit peu les origines de Donut Economics, telles que Kate Raworth les a expliquées dans son livre Donut Economics, comment penser comme un économiste du 21e siècle. On va voir un petit peu les risques actuels qui pèsent sur les entreprises. Et ce n'est pas juste un devoir moral, en fait, c'est qu'il y a un vrai risque qui pèse, enfin plusieurs risques qui pèsent sur l'activité des entreprises. Et puis on va voir 2 exemples d'entreprises assez significatives, des alumni en fait de la CEC, et on va voir comment le donut peut être utilisé en tant que boussole pour ces entreprises, et comment vous pouvez également utiliser le donut comme une boussole par rapport à l'activité de votre entreprise. Alors, Donut Economics, donc, moi, en général, je commence par essayer de jauger un petit peu mon audience. Où est-ce que vous en êtes de Donut Economics? Est-ce que vous êtes Homer Simpson? Le donut, c'est quelque chose de gras et sucré, agréable, mais bon, en 2 minutes, on a fait le tour. Ou alors, c'est un petit peu plus conceptuel. On voit à peu près qu'il y a un plancher social, un plafond environnemental.
ou vous êtes experte et expert, et là, vous avez en tête toutes les dimensions sociales et les limites planétaires. Dites-moi un petit peu, si vous êtes là, Homer Simpson, ici, ok, vous voyez à peu près ce que c'est, et là, vous pensez que vous avez tout compris. Allez, un petit peu de participation. Ouais. Ah, ok. C'est un cadre de bienveillance totale, hein. Voilà. Très bien. Eh ben, écoutez, le but, c'est qu'à la fin, ce soit clair pour vous, non seulement quel est le donut, quels sont ses principes, pourquoi est-ce que Kate Raworth est arrivé à cette conclusion, et comment l'appliquer. Donc, moi, j'utilise une référence qui s'appelle donc Kate Raworth, et ce livre qui est extraordinaire. Donc, moi, je vous conseille très vivement de le lire sur votre temps libre. Je pense que vous n'en avez pas beaucoup, mais je vais essayer de condenser un petit peu ça. Alors, elle repart en fait d'il y a 200 ans sur le système économique actuel, sur quoi il est bâti. Et si on part 200 ans auparavant, il y a plusieurs principes, dont 3 que j'ai identifiés qui sont très structurants. La première chose, c'est que les ressources naturelles sont considérées comme inépuisables et gratuites. Et ça, les économistes, il y a 200 ans, c'est le constat qu'ils font. Très bien. Le second constat, on essaie de modéliser un petit peu les agents économiques et on arrive à l'homo economicus. Ça vous parle un peu, l'homo economicus? Cet être rationnel, froid et calculateur? Ok, en fait, c'est vraiment ça. Ça va structurer aussi le débat sur comment on modélise l'économie. Et puis, il y a un autre truc, c'est que la science économique est très jalouse de la physique, des mathématiques, et se dit « Ah, moi, je vais créer mes modèles aussi pour légitimer cette science économique. Et donc, je vais mathématiser l'économie. » Et donc, on arrive avec l'un des plus grands exemples, l'équilibre par l'offre et la demande. En fait, tout ça, ça forme un ensemble d'idées qui va faire que l'idée principale, c'est que le marché s'autorégule. Je pense aussi que vous l'avez entendu. Et l'autorégulation, en fait, c'est aussi un moyen de réduire le rôle de l'État. Pourquoi? Pour imposer la loi du plus fort. Et ça se traduit de manière très très forte tout au long du 19e siècle. On va avancer un petit peu, et là on est il y a 100 ans. À votre avis, cette photo, elle a été prise où? Ouais, aux États-Unis, très bien. Donc, à quelle époque à peu près? Il y a un petit indice. Il y a 100 ans. Ouais, très bien. Donc, effectivement, la Grande Dépression, avec des millions de personnes lancées sur les routes. Misère totale, et puis qui va se répercuter ensuite en Europe. Il va y avoir quelques conséquences. Alors, au même moment, arrive quelqu'un. Qui est cette personne? Cette personne, c'est Simon Kuznets. C'est un économiste américain. Et en fait, il est chargé d'une mission, c'est essayer de comprendre comment est-ce qu'on peut avoir un indice qui permette de suivre l'économie du pays. Essayer de monitorer l'économie pour voir un peu les signes de reprise. Et donc, il arrive avec cet indice, le PIB, qui n'existait pas tel que défini par Simon Kuznets. Et il arrive et il dit moi j'ai quelque chose et qui sert très très bien pour monitorer en fait une reprise économique, mais qui a certaines limites. Donc si vous payez des gens pour creuser un trou et d'autres pour le reboucher, vous créez du PIB. Ok? Ça, tout le monde est d'accord avec ça? Cette petite fille aussi, vous la connaissez probablement, c'est la Disaster Girl. Petite fille qui regarde, on ne sait pas trop quelle est son expression, mais là en fait ce qu'elle observe c'est du PIB. C'est génial. Une maison qui brûle, super. Des pompiers qui interviennent, encore mieux. Si le quartier explose et rasé, c'est génial pour le PIB. OK? Ça vous va? Vous êtes d'accord avec ça? Ouais. On a parlé de limite du PIB. En fait, ce qu'on peut voir, c'est que donc ici on a le PIB par habitant. Ouais, ici.
Et puis ici, on a l'index de développement humain. C'est un indice composite qui est lié à l'espérance de vie, au taux d'éducation, etc. Et donc, on voit que bah ouais, plus le PIB augmente, plus l'index de développement humain augmente. Mais passé une certaine limite, en fait, le PIB n'a plus beaucoup d'incidence sur cet indice de développement humain. Et on va voir qu'on a une espèce d'horizontale où en fait, ça plafonne complètement. Donc, chercher du PIB, à faire grandir le PIB, en fait, n'a pas beaucoup d'intérêt pour les habitantes et les habitants. Alors, quand on parle de PIB, on parle très rapidement de décroissance. Là, ce n'est pas du tout le sujet avec Donut Economics. Je veux juste dire qu'il y a deux choses qu'il faut comprendre par rapport à la décroissance. C'est que l'égalité de décroissance, si on fait décroître tout de manière uniforme, ça, c'est complètement inacceptable. Il y a des pays qui ont besoin de croître et il y a d'autres pays qui peuvent décroître. Il y a des secteurs qui doivent croître et d'autres secteurs qui doivent décroître. Est-ce que c'est clair pour vous? Ouais. Donc là, c'est plutôt un principe d'équité. Et là, la décroissance peut devenir juste. Alors, il y a énormément de chemin à faire avant que ce soit complètement accepté, mais néanmoins, c'est ce principe-là, égalité versus équité. Alors, il y a 50 ans, on a les limites à la croissance, donc le rapport Meadows qui est publié. C'est une modélisation en fait du système Terre avec la production industrielle, avec la production agricole, la population qui croît, l'utilisation des ressources. Et ils arrivent avec ce livre à plusieurs scénarios. Et dans tous les scénarios sauf un, la population décroît de manière significative à partir de 2050. Pourquoi? Parce que les pollutions sont là. Et donc, quand on parle de pollution, on parle de CO2, mais on parle aussi de la pollution de l'eau, etc. Et donc, il se retrouve avec ce titre, les limites à la croissance. Le seul scénario où la population ne décroît pas de manière significative, c'est un scénario où on limite la croissance. Bon, ça, je pense que vous l'avez vu pendant la session 1, c'est l'utilisation des sources d'énergie pour alimenter notre société. On peut se dire que, bon, voilà, en 2020, on a 78% du mix énergétique mondial qui est constitué d'énergie fossile. On peut se dire que ça va dans le bon sens et que ça va décroître. À manque de chance, en fait, ça croît, ça continue à croître. Si on parle de taux de circularité des ressources, de la même manière, ça décroît de manière continue. Donc, on va dans le mauvais sens, même actuellement, malgré les prises de conscience. Il y a 15 ans, on a le Stockholm Resilience Center, donc, qui modélise les limites planétaires. Ça vous parle, les limites planétaires? Vous pouvez m'en citer 2, 3? Ouais, très bien, très bien. Pollution, ouais, absolument. Ouais, super. Magnifique. Bon, je vois que nous avons que des expertes et des experts ici. Bravo. Donc ça, c'est il y a 15 ans à peu près. Ce qu'on voit aussi, et alors ça, je pense qu'Arthur Keller vous l'a fait en long et en large, c'est que ces frontières planétaires, elles ne sont pas du tout indépendantes les unes des autres. Elles sont interconnectées. Okay, interconnectées de manière très complexe. Donc, on ne peut pas se dire, on résout le changement climatique d'abord, et puis on s'intéresse à la biodiversité ensuite, et puis ensuite le cycle de l'eau. Ça ne marche pas du tout comme ça, tout est fortement lié. Il y a 10 ans, il y a l'ONU qui a proposé en fait les objectifs de développement durable. Donc, ils sont là, les 17. Moi, souvent, le feedback que j'ai, c'est « Ouais, mais en France, franchement, ça va ». J'ai pris juste les 6 premiers et puis je vais vous donner quelques chiffres qui sont issus, ouais, c'est bon, qui sont issus de sources de l'INSEE en règle générale. Donc, le premier chiffre, c'est pas de pauvreté. Donc, le premier ODD, on a 9,1 millions de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté en France aujourd'hui. En 2022, on a une personne sur 6 qui ne mange pas à sa faim.
En 2023, l'espérance de vie en bonne santé recule et revient au niveau 2020. En 2022, on a 73% des adolescents de 15 ans qui ont une maîtrise minimale de lecture, contre 79% en 2018. Entre 2013-2018, plus 66% de victimes de violences sexuelles hors violence intrafamiliale. Et en 2021, 43% des eaux de surface en bon état écologique. Ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas parce qu'on est en France qu'on n'a pas de problème d'un point de vue social ou que les problèmes sont minimes. Ils touchent en fait une très large partie de la population. Je voyais sur votre slide là, concernant la Bourgogne-Franche-Comté, une personne sur 6 qui est directement impactée par le réchauffement climatique. Il faut pouvoir l'intégrer. C'est que, enfin, en tout cas, moi, je vis dans un cadre très privilégié où ces chiffres-là ne me disent rien, mais pourtant, ce sont des personnes autour de moi. Un autre chiffre qui fait souvent réagir, c'est 43%. Fait, oh, ça va, c'est pas mal. Et là, je voudrais vous parler d'économie régénérative, puisque l'objectif, ça va être que 100% des eaux de surface soient en bon état écologique. On ne vise pas le 44%, on vise le 100%. OK, aujourd'hui, donc la situation, on a fait un petit panorama, on est revenu 200 ans en arrière et on arrive aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on a donc le jour du dépassement. La France, on est au 7 mai. Okay, il y a une grande disparité en fonction des pays. On a aussi de plus en plus d'événements extrêmes. Alors tous ne sont pas liés à l'activité humaine. Par exemple, les tremblements de terre, c'est difficilement contrôlable. Par contre, tout ce qui va être submersion, tornade, etc., on le sait, sont amplifiés par le réchauffement climatique, par exemple. Et puis, le troisième point, c'est qu'on a de plus en plus de conflits. Ça, c'est aussi assez contre-intuitif, mais cette courbe-là commence en 1950, et on voit que, alors certes, les conflits de très haute intensité ont tendance à baisser, mais néanmoins, les conflits de moyenne et de basse intensité, eux, augmentent. Il y a une violence, en fait, qui se diffuse sur l'intégralité du globe. Pourquoi? Parce qu'il y a des tensions sur les ressources. Enfin, in fine, c'est ça la raison, on va dire, originelle. OK, donc on a tout ça. On a de l'épuisement naturel, des catastrophes environnementales qui sont de plus en plus lourdes, aussi bien financièrement que humainement, et puis des cycles de violence qui s'intensifient. Alors, on peut se poser la question, pourquoi? Bon, on sait bien qu'il n'y a pas une seule réponse, mais il y a une espèce de méta-réponse. Et cette réponse, c'est peut-être que notre système économique, c'est lui qui est à la base de tout ça, et c'est lui qui produit tout ça. Donc, It's the economy stupid, moi, j'ai rien inventé, c'est un slogan de campagne de Bill Clinton en 1992. Et donc, le truc, c'est que, si on le traduit en français, c'est que la croissance économique, il n'y a que ça qui compte. Et c'est drôle parce que j'étais il y a quelques semaines avec Al Gore. Vous savez, il fait sa grande tournée et tout ça. Et c'était un des regrets qu'il exprimait. C'est de se dire qu'à l'époque, quand il était vice-président, il y a eu un gros focus qui a été mis sur l'activité économique, comment la soutenir au maximum. Et en fait, a posteriori, c'est toujours plus facile de dire que il a raté vraiment la conséquence en fait de cet emballement de la machine économique. Bon, si on regarde un petit peu dans les faits, qu'est-ce qui préoccupe tout le monde? En fait, le climat, la biodiversité, c'est pas du tout. Oui, nous, ça nous préoccupe, mais de manière générale, c'est pas trop dans le radar. Là, c'est juste un outil qui s'appelle Google Trends, qui permet de voir un petit peu la fréquence des recherches et l'intensité des recherches de manière chronologique sur, là j'ai mis 3 thèmes, le taux de croissance économique, la crise climatique et la perte de biodiversité. Et on voit qu'on est plus à la recherche de croissance économique que de solutions vis-à-vis de la crise climatique ou de la perte de biodiversité. Alors, Kate, je l'appelle Kate maintenant, dans son livre,
elle propose une alternative à ce système économique actuel, c'est le donut. Bon, donc on respecte la planète et on essaie de faire le bien à côté. Donc là, c'est vraiment le b.a.-ba. Je ne sais pas si vous avez appris quelque chose jusqu'à présent, mais peut-être pas grand-chose. On va essayer de voir un petit peu les principes, les 7 principes de donut économique qui permettent d'arriver à ce résultat. Parce que ça, c'est le résultat d'une réflexion. Mais si on le livre comme ça, on se dit, bah oui, respecter la planète et faire plaisir aux humains, super. C'est pas très puissant comme message. Alors, repartons en détail. Les 7 principes de Donut Economics. Elle part du principe que le système actuel, il privilégie en fait la croissance du PIB sur tous les autres éléments. Donc, quels sont les effets d'une recherche de croissance infinie dans un monde fini? On va avoir des problèmes. Voilà, si ça peut être dit de manière simple, c'est ça. Et elle, ce qu'elle propose, c'est que plutôt que d'avoir cet objectif de PIB qui croît à l'infini, essayons plutôt de bâtir ce système économique qui est compris ici avec une économie régénérative et distributive pour proposer un espace sûr et juste pour l'humanité. Elle revient sur la représentation du système économique. En fait, le système économique, il est souvent représenté par des agents économiques. Qui a fait une école de commerce ici? OK. Donc, ces agents économiques, ils échangent, il y a des flux qui passent et ils sont là de manière infinie, complètement décorrélés de toute réalité physique. Donc, en fait, on a les ménages, les entreprises. Donc, les ménages fournissent du travail aux entreprises. Les entreprises, en échange, fournissent des salaires et des profits, par exemple des dividendes. Les entreprises, elles, vont fournir des produits et des services que les ménages vont consommer. Okay. Et puis, à partir de là, on a des fuites et des injections, mais tout ça, c'est strictement clos. C'est un système clos. Alors que le système économique, en fait, il évolue avec des contraintes. Et les contraintes, il y a déjà une première contrainte physique qui se trouve la Terre, avec un stock limité de matières vivantes et de matériaux. Tous les atomes qui sont sur Terre, ils y sont depuis plus de 4 milliards d'années. Ce sont les mêmes. Hein. Il n'y aura pas de nouveaux atomes qui viendront. À part s'il y a quelques météorites qui tombent, mais conceptuellement, c'est un milieu clos. Ensuite, il y a une société, et à l'intérieur de cette société, il y a le système économique. Donc, le système économique, il est contraint par le support sur lequel, qui lui permet de vivre, qui se trouve être la Terre, et il fait partie d'une société. Ça vous va? Ce sur quoi elle insiste, c'est que donc tous les matériaux sont là, mais ça veut dire aussi que tous les déchets restent ici. On n'a pas encore de principe d'envoyer les déchets dans l'espace de manière très marginale. Et que la seule chose qui rentre, c'est de l'énergie solaire, la seule chose qui sort, c'est de la chaleur. Mais c'est tout. C'est un système contraint. Alors, elle parle aussi de l'homo economicus, donc celui qui a la calculatrice dans la tête, l'argent dans la main, l'ego dans le cœur et le vivant à ses pieds. Elle dit, en fait, non, ça ne marche pas comme ça. Nous ne sommes pas juste cette personne-là. Nous sommes des êtres vivants qui coopérons de manière parfois complètement bénévole, comme beaucoup de personnes ici, transmettre, fournir des services, etc. Et puis vivre à l'intérieur du vivant. Tout à l'heure, on parlait de l'humanité et du vivant. L'humanité fait partie du vivant jusqu'à présent. Sans vivant, il n'y a pas d'humanité. Elle se pose aussi la question de la mathématisation de l'économie. Comment rendre compte du véritable prix des choses? Donc, est-ce que c'est le résultat d'une équation entre l'offre et la demande?
Oui, ça marche pour vous, ça? C'est comme ça que vous fixez vos prix? Non, hein. Il y a quand même d'autres facteurs. En fait, en cours de microéconomie, souvent, on fait bon, alors ça, c'est la théorie, mais alors, il y a énormément d'exceptions. C'est un peu la langue française de la grammaire de la microéconomie. Ça ne marche pas pour les produits de luxe, ça ne marche pas pour les produits de grande consommation. Enfin, ça ne marche jamais, en fait, en vrai. Donc, elle, ce qu'elle dit, c'est plutôt que d'essayer de simplifier tout ça avec, avec cette forme de mathématisation, c'est d'essayer d'accepter la complexité. Et par exemple, sur la production agricole, bah, elle est conditionnée, par exemple, par l'utilisation d'engrais qui vont avoir un impact bénéfique à court terme, mais ça va aussi avoir un impact sur la santé des sols qui, eux-mêmes, vont avoir un impact négatif sur la production agricole à long terme. Donc là, c'est très simplifié, mais néanmoins, c'est essayer de se dire que le prix, il n'est pas fixé juste par offre-demande, mais plutôt par, OK, essayons de voir ça à plus long terme et essayer de comprendre en fait quels sont les éléments qui font partie de la production. Bon, deuxième chose, enfin non, sixième, les inégalités. Il y a donc, je vous ai parlé brièvement de Simon Kuznets, qui a donc inventé ce PIB, cet indicateur, qui a fourni cet indicateur. Et on a dit, ah, c'est génial cet indicateur, on va pouvoir lui faire dire plein de choses. Et on va pouvoir justifier cette recherche de PIB. Ce qu'il dit, c'est que donc dans la théorie de Kuznets, qui manifestement est apocryphe, ce n'est pas lui du tout qui a dit ça, mais on lui a attribué ça. Si le PIB par habitant augmente, au début, les inégalités augmentent, puis à partir d'un certain seuil magique, elles diminuent. Vous avez entendu parler de ça? Le ruissellement. Ok, ça marche comment le ruissellement? Ça marche bien? Non? Ouais. Bah ouais, en fait, personne ne l'a jamais vu. Hein. Donc là, je vous donne, alors bon, ça vaut ce que ça vaut, mais néanmoins, c'est une première carte qui vient de Statista sur les inégalités de revenus dans le monde, avec différents codes couleurs sur les inégalités très fortes. Donc plus le pays est foncé, plus les inégalités sont fortes, et plus la couleur est claire, plus les inégalités sont faibles. En gris, on ne sait pas trop ce qui se passe. Et puis de l'autre côté, ça c'est les taux de croissance annuels du PIB par pays. Bah, vous pouvez avoir toutes les combinaisons possibles. Des pays qui sont très inégaux, qui ont une forte croissance, des pays très inégaux qui n'ont pas de croissance, des pays qui ont... enfin bon, vous avez tout l'arc-en-ciel des possibilités. Donc, elle, ce qu'elle dit, c'est que non, il ne faut pas attendre ce seuil magique-là qui n'existe pas, enfin en tout cas, qui n'a jamais été prouvé, qui n'a jamais été observé. C'est concevoir un système économique qui, lui, est déjà beaucoup plus résistant parce qu'il distribue les richesses. Elle ne parle pas juste de revenus, elle parle de propriété. Okay, propriété intellectuelle, par exemple, aussi, sur les brevets, sur le patrimoine, etc. Donc, c'est là où arrive le côté révolutionnaire. De la même manière, on a fait dire à Kuznets que le PIB par habitant, au début, plus il augmente, plus les pollutions augmentent, et puis, à partir d'un certain seuil magique, le seuil numéro 2, les pollutions diminuent. Alors, à votre avis, est-ce que ça marche, ça aussi? Non? Ouais? Vous l'avez observé? Alors, j'ai un super exemple. Il arrive juste après. C'est un petit peu spoiler le truc. Non, elle, ce qu'elle dit, c'est plutôt que d'attendre ce seuil magique toujours, qui va nous pousser à vouloir toujours plus de PIB, parce qu'on a toujours cette promesse magique de, à partir d'un certain moment, on va pouvoir redistribuer des richesses, on va pouvoir nettoyer toutes les saletés qu'on a faites. Donc forcément, on va continuer à croître. Non, elle, ce qu'elle dit, c'est que plutôt que d'attendre ce seuil, c'est déjà se poser la question de qu'est-ce qu'on fait? Donc, essayer de limiter l'extraction de nouvelles ressources au maximum. Sur la phase de production, donc allonger au maximum la phase d'utilisation. C'est vraiment les principes de base de l'économie circulaire. Et à partir de là,
eh ben, une fois que ça a été utilisé, plutôt que de créer des montagnes de déchets en permanence, c'est réinjecter la matière. OK, réparer. Donc elle, ce qu'elle appelle, elle appelle ça régénérer avec la matière biologique, le compost par exemple, et restaurer la matière technique, donc la réparation, l'entretien, etc. Et la réutilisation. Donc oui, voilà ce que je vous avais un petit peu teasé. Je vais vous faire une belle séance de calcul. Bon, j'ai fait tous les calculs, donc comme ça, vous n'avez pas à sortir votre calculatrice sur The Ocean Cleanup. Alors, j'imagine que vous avez déjà vu quelquefois des magnifiques images de bateaux sur les océans et qui récoltent des plastiques. Ouais, vous avez vu ça? C'est magique, hein? Vous avez déjà fait des dons à ces associations? Ouais, ne le faites pas. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Déjà parce que manifestement, il y a des problèmes de gouvernance dans ces associations, mais ça, c'est un autre sujet. Ocean Cleanup, alors, bon, tout est transparent et tout est sur leur site web, hein. Donc, eux, ce qu'ils veulent, c'est nettoyer 90% des plastiques flottants d'ici 2040. Génial. Moi, je suis d'accord. Et donc, ils ont leur compteur, ils ont leur KPI. Là, ils ont fait sur les 30 derniers jours, donc ça c'était en mars, ils ont fait à peu près 1000 tonnes de collecte. Génial aussi. Et puis là, c'est to date, donc 22 000 tonnes. OK, avec leurs intercepteurs, etc. Génial. Bon, le truc, c'est on a au minimum 15 tonnes de plastique qui se déversent chaque minute dans les océans. Et on a déjà 150 millions de tonnes dans les océans actuellement. Alors, et ça, c'est Donald Trump qui réintroduit les pailles en plastique, parce que vraiment, il n'y avait que ça à faire. C'était la priorité numéro 1. Donc, ouais, ma question, c'est quelle est la croissance, donc dans un univers business as usual, hein, je reprends les principes du business actuel, quelle est la croissance nécessaire pour The Ocean Cleanup? Bon, je vais simplifier parce que tout le monde simplifie de toute manière. Alors, on a 996 tonnes sur 30 jours, par 24 heures, 60 minutes. Ça fait 20 kilos par minute. OK? Donc, si on regarde en taux de croissance, puisque tout le monde est obsédé par la croissance, The Ocean Cleanup a besoin de 74 900% de croissance juste pour arriver à collecter tous les plastiques qui se déversent en temps réel. On est à l'équilibre. Vous connaissez beaucoup de sociétés là, qui ont fait ces taux de croissance. Je vous donne quelques exemples, hein. Nvidia, en 15 ans, c'est 3800% de croissance. C'est du jamais vu. Je ne vous parle pas de capitalisation, je vous parle de chiffre d'affaires. Amazon, c'est 2300%, Google, 1100%, Apple, 800%. C'est vraiment, si on pourrait citer Donald Trump, c'est vraiment des losers, quoi. Ils ne savent pas faire de business. Ce que je veux dire, c'est que, en fait, le problème, c'est pas, enfin, c'est très bien d'aller ramasser des plastiques, mais si c'est ça la solution, ça ne marche pas. Ça ne marchera pas. On ne s'est même pas attaqué au stock de ce qu'il y a actuellement dans les océans avec ça. Et c'est complètement illusoire d'avoir ce taux de croissance. C'est bon pour vous? Ouais? OK. Donc, en fait, quel est notre véritable indicateur de croissance souhaitable? Est-ce que c'est vraiment le PIB? Non. En fait, ce que dit Kate Raworth dans son livre, c'est que le PIB, qu'il soit en croissance ou décroissance, finalement, c'est plus trop notre problème. À partir du moment où on a bâti un système économique qui permette à chacun et chacune de vivre de manière sûre et juste. C'est ça qu'elle veut. Donc, ce n'est pas une théorie décroissante, c'est une théorie qui est indifférente à la croissance. Si on résume, avec le donut, c'est vraiment changer l'objectif du système économique, ne plus aller vers la croissance à tout prix,
c'est adopter une vision globale de l'économie, changer de regard sur l'humanité, accepter la complexité des systèmes, redistribuer équitablement les profits, respecter les cycles naturels et devenir indifférent à la croissance. Ok, c'est un petit peu plus puissant, je trouve, mon avis de tête, que juste dire « Ah, faut respecter l'environnement et faire plaisir aux gens ». C'est clair pour vous? Ouais, la journée a été longue, hein. Je comprends. Voilà. Alors, bon, ok, ça c'est bien gentil, mais c'est vraiment un ouvrage d'une économiste gauchiste qui travaille chez Oxfam, et c'est réellement la réalité. Comment et pourquoi des entreprises devraient s'intéresser à Donut Economics? Parce que... Ça va? Ouais, elles ont l'air traîtres, hein, ces tablettes. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de risques qui pèsent sur les entreprises. Ça vient du World Economic Forum qui édite tous les ans son atlas des risques. Donc, je vous invite à aller le voir, c'est en accès libre. Et en fait, ce sont des gens qui se réunissent tous les ans, des décideurs économiques, politiques, des journalistes, enfin un peu tout le monde, et ils se disent, OK, quels sont les risques auxquels on va être confronté? Donc, désinformation, les événements climatiques extrêmes, les conflits armés, la polarisation de la société, etc. etc. On ne parle pas de CSRD hein, dans l'histoire. Ce n'est pas un risque majeur identifié. Et puis, et à 10 ans, on voit que cette couleur verte, en fait, représente tous les risques environnementaux. C'est ça qui est identifié. Donc, concrètement, pour une entreprise, c'est beaucoup de problèmes. Donc, on a un dilemme au niveau des entreprises, c'est on a tout ce panorama de risques, d'épuisement des ressources, grogne sociale, tension, impact sur la santé, catastrophe naturelle, survie de l'activité, versus confort des habitudes, profit à court terme. Bon. C'est robustesse versus performance, hein, si on résume. Je vais paraphraser Olivier Amand. Je pense que vous en avez entendu parler, probablement. Vous pouvez aller voir sur larobustesse.org, il explique ça beaucoup mieux que moi. Mais on parle beaucoup de résilience. La résilience, c'est un peu trompeur. Ça veut dire, OK, tu es prêt à rebondir, super. Mais en fait, personne n'est une balle rebondissante vivante, quoi. Tu peux rebondir une fois tous les 10 ans, mais tu ne rebondiras pas tous les 5 jours. Et c'est là, lui, où il parle plutôt de robustesse, parce que les conditions sont en train de changer de manière dramatique et radicale, et que la résilience, en fait, ce n'est pas l'outil adapté pour pouvoir répondre à ces changements. Et la robustesse, elle, c'est offrir le minimum d'emprise à justement ces événements. Allez voir, c'est très bien fait. Alors, ça, ouais, ce sont des gens qui jouent au golf, trop bien, et avec cette jolie forêt qui brûle derrière. Mais ça traduit vraiment quelque chose actuel, hein. Enfin, c'est qu'on est confronté à énormément de risques, mais pour autant, on peut jouer au golf, trop bien. Et le risque, c'est vraiment d'avoir cette bien belle journée de 2042, donc pas un effondrement total et global et immédiat, mais un effritement progressif. On parlait de trajectoire tout à l'heure. Et c'est quoi les effets d'un réchauffement de 3 degrés d'ici 2100? Et c'est vraiment la trajectoire sur laquelle on va. Là, on a Thanos. Je ne sais pas si vous avez vu les Avengers, mais c'est un peu ça. D'ici 2100, donc on a moins 50% de la population mondiale, moins 50% du PIB mondial. C'est bien parce que c'est complètement aligné. Mais c'est pas... moi, j'invente rien. Ça, c'est l'institut en fait des assureurs anglais. Et ce qu'ils disent, c'est que, donc suite à ces chiffres, c'est qu'on ne peut pas avoir de système économique si on n'a pas de support. Ce qui revient un peu à ce que disait Kate Raworth, c'est que le système économique, il a besoin d'un support pour vivre. Et alors, face à Thanos, les petits gestes de pisser sous la douche, puisque parfois c'est ça qu'on met en avant, ça ne suffira pas. Et donc, on a besoin d'entreprises engagées. Oui, mais, vous connaissez ça, oui, mais c'est pas à moi d'agir en premier. Donc ça, c'est le triangle de l'inaction de Pierre Perretout, peut-être que vous connaissez aussi. Et c'est tout le monde se renvoie la balle. Oh,
mais moi, écoutez, moi, je suis une entreprise. Si les pouvoirs publics ne m'incitent pas ou ne me contraignent pas, je ne vais pas le faire. Les citoyennes et citoyens, de la même manière. Bon, ok. Si on fait comme ça, c'est sûr qu'il ne se passera jamais rien. Et on peut dire que ça va bien se passer. Ça, c'est un petit peu l'image. On arrive, on voit la catastrophe arriver. Elle arrive. Elle arrive. Elle arrive. On se dit, oh, pas mal. Je vais faire une belle vidéo sur Instagram. Elle arrive. Elle arrive. Ça se rapproche. Ça se rapproche fort. Ah, putain de merde. Ouais, ok. Mais bon, ça va, c'est encore loin. Et ah, ouais. Bon, c'est bon, ça va, ça passe. Oh dear God. Eh, ouf, sauvé. Personne n'est mort. Mais néanmoins, ça traduit bien quand même un petit peu l'état d'esprit qui anime parfois certains et certaines de nos responsables. Bon, en opposition au triangle de l'inaction, moi je vous parle de l'octogone de l'action. Parce que les entreprises, elles sont au cœur de beaucoup de choses. Donc, elles interagissent avec, bien sûr, leur personnel, syndicats, investissements, pouvoir public, communauté, clientèle, association, chaîne de valeur et concurrence, etc. Et de la même manière que ça a été dit il y a quelques minutes, une entreprise, en fait, elle décide pas toute seule et elle ne change pas toute seule. Il faut qu'elle puisse embarquer autour d'elle. Et tout ça, ça fait partie, toutes ces parties prenantes font partie de cette évolution. Alors, le donut, comment est-ce que vous pouvez l'utiliser? Vous pouvez l'utiliser comme boussole, se poser les questions. Où sont mes impacts positifs? Où sont mes impacts négatifs de mon activité? Donc là, ce sont des exemples d'une entreprise fictive, mais néanmoins, ça montre en fait que ce donut-là, peut-être qu'il n'est pas parfait, mais en tout cas, il permet de fixer et de se dire, OK, où sont mes impacts et où sont les risques? À quels risques je suis exposé? Et puis, de se dire, OK, très bien, qu'est-ce que je vais faire? Et là, vous commencez à se poser des questions sur, OK, quelles sont les pistes d'action? De la même manière, je sais qu'il y a des collectivités qui sont représentées dans l'audience. La ville de Grenoble, par exemple, a utilisé le donut pour modéliser son empreinte environnementale et sociale de sa population par rapport à la moyenne française. Alors, si on regarde, c'est quoi l'ambition du donut? C'est vraiment ce nouveau modèle. Et c'est exactement ce dont on parlait avec l'économie régénérative. C'est là où se trouve la CEC, c'est là où se trouve le donut. Si on garde que des modifications à la marge du business as usual, là, on parle de croissance verte. Okay, ce sont des efforts, mais ils ne seront pas du tout suffisants. Et c'est pour ça aussi qu'on parle de révolution. Et si je n'y arrive pas, mes équipes ne suivent pas, je reste seul, la concurrence en profite, mes actionnaires sont contre. Enfin, bon, il y a énormément on peut en trouver à l'infini. Mais en fait, en France, on a vraiment une chance, c'est d'avoir cet écosystème qui est hyper riche. Et ça, c'est assez unique. Avec la CEC, Mouvement Impact France, Donut Economics Action Lab, le C3D, etc., que des alliés, en fait. Alors, si on passe à l'action, très concrètement, bon, j'ai un petit peu dépassé, je vais faire très court. Ça va? Ouais. Ok, je vais juste vous parler, et je ne vais pas aller rentrer dans les détails, mais je vais vous dire que en fait, l'économie régénérative, ça reste, c'est pas réservé à des coopératives laitières dans les Andes, et je respecte ces coopératives laitières dans les Andes, mais ça peut s'appliquer aussi à des instruments industriels, enfin des outils très industriels. On parle de Renault Trucks, donc qui est un alumni du premier parcours CEC. C'est un groupe de 100, donc qui fait partie d'un groupe de 100 000 personnes, 60 milliards de chiffre d'affaires, et en France, c'est 2,4 milliards d'euros de chiffre d'affaires. C'est un gros truc. Et eux, la question qui se pose, c'est comment est-ce qu'on arrive à s'intégrer dans cette économie régénérative?
Et si on regarde par rapport aux donuts, ben, il y a des impacts négatifs au niveau plancher social. Ce dont ils se rendent compte, et les risques surtout, c'est que 89% du transport de marchandises se fait grâce aux camions. Mais dans le même temps, il y a de moins en moins de personnes qui sont prêtes à conduire des camions. Ça ne vous aura pas échappé. Je pense que c'est une problématique que vous rencontrez tous les jours. Il y a très peu de conductrices de camions également. Et le transport par camion affecte la santé de tout le monde. Sur le plafond écologique, donc on a du diesel qui est prépondérant. Les infrastructures routières sont complètement engorgées par des camions qui roulent à vide. Et puis on a des problèmes sur la couche d'ozone aussi. Et en fait, ce dont ils sont là où ils sont partis avec leur feuille de route, c'est de dire OK, on part sur de l'électrique. Bon, là, c'est pas très créatif, on va dire. Mais ce qu'ils ont vu, c'est que aussi en rendant les camions plus attractifs, ils arrivent à faire retrouver la fierté des conducteurs et des conductrices. Étonnant, non? Enfin, moi, ça m'aurait pas venu à l'esprit. Changement de valeur aussi, le camion diesel, c'est une transaction, c'est une vente. Un camion électrique, c'est un partenariat global. Parce qu'il faut des infrastructures. Parce qu'un camion électrique, c'est plus cher. Donc, il faut avoir aussi réinventé le modèle de partenariat avec son client. Et en parlant de partenariat avec le client, ce dont ils se sont rendus compte, c'est qu'il y a énormément de voyages à vide. Ils estiment qu'on peut réduire la flotte des camions électriques de 40%, améliorer l'efficacité du transport par camion de 40%, voire aussi que les camions diesel peuvent être plus frugaux. Donc là, ça implique de la coopération avec les producteurs et les distributeurs. Ils ont commencé à raisonner en termes de chaîne de valeur complète. L'allongement de la durée de vie. Eux, ils ont une expression qui est le camion Kleenex. C'est allonger la durée de vie de 3 fois. Diversifier. Ne pas faire que du camion, mais aller jusqu'au triporteur électrique. Et puis, prendre un temps d'avance. Ça, c'est quelque chose qui est très fort. C'est de se dire, de toute façon, ce qu'on fait là, on va devoir le faire de toute manière. Ce n'est pas juste qu'on est moralement irréprochable ou qu'on a envie de faire ça. Non, c'est juste qu'il faut le faire. Et on prend un temps d'avance vis-à-vis de la concurrence. Donc, on parlait des 3 horizons tout à l'heure. C'est typiquement ça. Dire, on va réduire le diesel progressivement, on va le rendre plus efficace, on va essayer de allonger la durée de vie des camions, etc. Commencer à faire de l'électrique, mais aussi réfléchir à comment est-ce qu'on réduit les flottes de camions. Vous voyez les 3 horizons qui se dessinent là? OK. Bon, je suis désolé, j'ai été un petit peu plus long que prévu. J'avais un autre exemple Tikamoon, mais je crois qu'on partagera les slides, donc vous les aurez. En bref, donc c'est une approche environnementale et sociale. Repenser le modèle de développement, donc ça c'est complètement révolutionnaire, et c'est une boussole qui est adaptée aux entreprises et aux collectivités, et qui est utilisée tous les jours par des entreprises et des collectivités pour se transformer. Merci infiniment, et surtout, bon parcours. Merci Damien. On avait commencé avec un peu de retard, on va le récupérer petit à petit, on va grignoter, mais on va quand même aussi s'offrir un espace d'échange parce que c'est important de clarifier ces éléments, notamment comment agir avec le donut, comment en faire un outil. Je pense que c'est peut-être l'élément sur lequel rebondir le plus. Juste, prenez 1 minute pour ancrer pour vous-même ce que vous avez entendu et les questions qui vous viennent, qui se posent à vous en ayant entendu Damien faire cette présentation. Prenez juste ce temps-là pour l'écrire, déjà.
c'est bon pour vous. Faites-moi un petit signe que je mesure à peu près. Atterrissage. Ok. Ok. Ça ancre, mais c'est bien. Parce que la question que vous posez, à la limite, elle est presque plus importante que la réponse qui va être faite. Parce qu'elle ouvre un champ de préoccupation. Et nous, on va vous inviter à vous poser un maximum de questions avant de trouver des réponses. Il y a vraiment une posture qu'Einstein nous rappellera. Qui a besoin d'un peu de temps encore? Faire signe pour... Ok. On va se donner 5-10 minutes, c'est bon? Hein? Pour échanger. L'idée aussi, question droite au but, une intention claire, question rapide et réponse à la mesure de l'enjeu de la question éclairante. Qui veut commencer? Toujours invitation, parce qu'on essaie d'y travailler aussi. On est une audience très, très masculine, donc on l'invite aussi au maximum à ce que on puisse alterner garçon, fille, parce que ça concourt aussi à ce plancher social, qui est un des enjeux. Donc, est-ce que qui, chez madame, peut-être, pourrait commencer à poser une question? Challenge. Remarque, oui. Oui. Alors, micro, comme ça on peut entendre et enregistrer ce qui se dit, parlez bien, collez le micro au menton, et c'est parti. Merci beaucoup. Moi, je suis un petit peu sceptique, a priori, juste parce que je trouve que, enfin, je pense au greenwashing dans les entreprises et je me dis qu'ils font ça dans leur coin, ils font leur petite tambouille. Ils partent du principe, par exemple, que l'électrique, c'est une solution écologique, alors que ça ne l'est pas du tout, puisque ils parlent de longévité pour des camions, alors que finalement, ce seront des camions jetables, puisqu'on sait que l'électrique, c'est du one use. Et donc, ça, c'est mon avis personnel. C'est pas le débat que je veux lancer, mais ce que je veux dire, c'est que est-ce qu'il manque pas derrière vraiment une validation un peu plus internationale? Je pense à Emmanuel Faber et aux initiatives qu'il a en ce moment. Est-ce qu'il n'y a pas des organismes, des choses qui existent, qui peuvent valider en dehors de ces entreprises des initiatives comme ça et donner, je sais pas, un label ou qui pourrait montrer vraiment l'impact de toutes ces décisions qui sont sur le papier intéressantes, mais en fait très, très, très discutables et qui sont faites complètement à l'intérieur des entreprises sans, a priori, enfin, de ce que vous semblez dire, sans une vérification extérieure. Et si on faisait tout ça dans son coin, en fait, je vois pas trop l'intérêt, puisque derrière, il n'y a personne qui valide vraiment le... Allez, challenge. Ouais. Ok, alors il y a beaucoup de questions dans ta question, merci. Alors, la première chose sur Emmanuel Faber, et ça va me permettre d'enchaîner. Vous savez où il travaille, Emmanuel Faber? Ah, okay. Il travaille pour la SSB, l'IFRS. C'est je sais pas comment dire ça, c'est l'organisme en charge des normes comptables US et qui a lutté énormément contre la double. Ah, t'as plus de micro? Non, on m'a coupé Emmanuel Faber. Qui a lutté contre la double. Oh, qui a lutté contre la double matérialité. Il essaie de te couper le micro là, je pense. Ouais, carrément. Ah, pardon. Ouais. Donc Emmanuel Faber contre la double matérialité. Alors. Il est dans une organisation qui a lutté contre la double matérialité. Oui, exactement. En fait, pour lui, on ne peut pas mesurer les impacts négatifs de l'activité des entreprises sur l'environnement. Donc, moi, je serais... Alors, comment... Non, mais si, c'est ça. Naturel. Il veut donner une valeur financière à ce qu'une entreprise va retirer de l'environnement. Par exemple, si une entreprise prend beaucoup de sable gratuitement pour faire du béton,
ce qui est un énorme problème écologique. Il veut donner une valeur à ce que l'entreprise va retirer pour que, comptablement, on va dire, pour parler simplement, parce que je ne peux pas parler plus mieux que ça, ça ait une valeur comptable dans le bilan de l'entreprise, en gros, et que si il prend plus que ce qu'il devrait pour avoir un équilibre financier, l'entreprise ne soit pas viable. Donc, c'est donner une valeur en fait financière à ce qu'on prend à la nature. Ce qui est relativement sur le papier, ce qui est relativement louable, mais En reformulant, il y a une façon d'aborder théoriquement les enjeux qui sont plus intéressantes pour toi que la théorie du donut? Ou est-ce que par rapport à la théorie du donut, est-ce que tu questionnes? Alors, attends. Mais je me demande s'il y a des initiatives au niveau international qui pourraient aider les entreprises, qui donneraient une validation. Alors, ok. Bon, Emmanuel Faber, il est dans une logique très financière des risques, parce que c'est ça en fait, c'est essayer de donner un coût aux matières naturelles pour essayer d'évaluer le risque que le business de l'entreprise, le risque auquel elle est exposée. En fait, c'est tout l'enjeu de la CSRD, en fait, d'avoir une approche normative qui permette aux entreprises de comprendre leurs enjeux de double matérialité, quels sont leurs enjeux matériels, et d'avoir ensuite toute une série d'indicateurs et de narratifs qui permettent de suivre cette évolution. Donc, si on parle de normes, la CSRD, finalement, c'est ce cadre réglementaire qui est complètement aligné, en fait. Tu retrouves énormément de choses sur les indicateurs qui sont directement donut compatibles, on va dire. Après, il y a plein de labels qui existent, type EcoVadis, B Corp, etc. L'enjeu de Donut Economics, c'est de dire, nous, on ne fait pas de label parce que c'est un chemin vers le régénératif et qu'il y aura toujours une étape après. Et ils ne veulent pas avoir ce côté label. Ça, c'est clairement quelque chose qui est clairement indiqué comme quelque chose qui n'existera jamais. Et après, pour répondre à ta question, juste sur le fait de valider les efforts, de mesurer, etc., c'est la réglementation, ce sont des labels volontaires. C'est ce que vous faites ici, quoi, en fait. Merci, Damien. Est-ce qu'il y a besoin de questions? Ça répond à ta question? Okay. En partie, mais on est là pour ouvrir les champs et continuer à creuser après coup et en discuter. Qu'est-ce qui vient à vous comme question et qui peut faire rebondir aussi votre cheminement pour aborder cette exploration à partir de la théorie du donut? Oui, merci. Tu veux prendre le micro parce que parce qu'en fait, pour l'enregistrement, potentiellement, ça peut aider des personnes qui ne seraient pas là et qui voudraient t'entendre. Alors oui, voilà. Non, c'est juste merci déjà pour la présentation et quand même j'ai une réflexion. Je me suis un peu, ça m'a gratté en fait quand tu as parlé à un moment du ramassage des plastiques dans les océans. Ouais. Et en fait, j'aime pas la présentation que tu as donnée. C'est pas OK pour moi. J'entends ce que tu dis et je comprends hein, que le sujet, en tout cas, je vais te dire ce que j'ai compris. C'est peut-être pas ce qu'il faut comprendre. Que le sujet, il est avant. Il faut aller en amont. Et en même temps, je trouve que le « et », c'est quand même important. Parce que pour moi, le « et », entre autres ça ou d'autres actions, c'est aussi ce qui va permettre de nous donner le courage de garder la foi dans le fait d'avancer. Et donc, cette présentation-là du « et », alors je l'entends et je respecte, hein, parce que voilà, moi, elle m'a dérangé. Voilà. Donc, je voulais t'en faire part, parce que pour moi, c'est important le « et ». Voilà. Ça m'aide personnel, ça m'aide à avancer vers des questions qui sont extrêmement complexes et que je ne maîtrise pas et où ça m'effraie de ne pas les maîtriser et d'imaginer devoir en plus les transmettre à des gens qui certainement les maîtrisent encore moins que moi dans ma maison parce que ça ne les intéresse pas. Donc voilà, donc c'était juste ça. C'est une réaction. Voilà. Et puis merci dans le cadre de confiance. Tu parles en ton nom, c'est ton point de vue. Donc voilà, on est tous là aussi, on parle de son point de vue. Et merci beaucoup. Est-ce que je peux réagir? Toi aussi. Ouais. Rapidement. Ouais, rapidement. Non, je suis complètement d'accord avec toi que le « et » est indispensable.
et je suis désolé si ça a pu heurter, clairement. C'était fait sur un ton un peu provoquant, oui, clairement. Parce que aussi, le problème, c'est que le et, il n'existe pas. Tu vois les taux de circularité, ils ne font que baisser. Tu vois le taux de plastique qui va dans les océans ne fait que monter. Donc, je suis d'accord avec toi, hein, il faut faire atténuation et adaptation. Mais le problème, c'est que l'atténuation, actuellement, elle est difficilement quantifiable. Enfin, il y a peu de bonnes nouvelles sur le terrain de l'atténuation. Alors, peut-être une dernière chose avant. Moi, sur l'économie, est-ce qu'on peut revenir sur les slides? La méthodologie sur le donut, comment, en revenant en arrière, tu avais aussi avant, Renault Trucks, bien avant, une méthodologie où on se pointait sur le donut. Voilà, le fonctionnement, celui-ci, juste là. Ouais. Est-ce qu'en 2 minutes, tu peux un peu plus nous donner des clés pour utiliser ce donut dans la réflexion qui va venir à partir de tout à l'heure et notamment demain? Alors, j'aime pas du tout te répondre ça, mais je vais te dire non. D'accord. Mais je vais. Non, en fait, ça, c'est vraiment la première étape, Oui. qui est cette étape de cartographie et de dire, OK, quels sont les impacts positifs, les impacts négatifs, les risques qui pèsent sur mon activité vis-à-vis des dimensions du donut. La seconde étape, c'est cette étape d'idéation. OK, de se dire, OK, qu'est-ce que je pourrais faire différemment? Et là, après, j'ai tronqué parce que vous avez, enfin, la CEC a une méthodologie liée à l'OUBIA qui ne correspond pas à la méthodologie Donut. Mais néanmoins, c'est très proche puisque le résultat à la fin est le même. On va ça sous le regard de Anne France. Nous, on va s'appuyer aussi sur cette méthodologie d'identification à partir de là et de transformer en opportunité. C'est ce qu'on va faire aussi demain. Donc, il va y avoir l'enjeu de vous projeter sur ces différentes sections, identifier là où vous intervenez, où vous avez un impact. Et vraiment, Anne France, n'hésite pas à reprendre le relais pour compléter ce que je dis. Sur le plancher social aussi, il va falloir un peu aller chercher parce qu'il y a des interconnexions, une limite planétaire pour avoir une interaction sur un plancher social. Les deux peuvent se répondre et on va vous amener à identifier, vous appuyer dessus, un peu comme un guide et une boussole, et le transformer en mode d'action. Alors, excuse-moi, Nils, je n'avais pas vraiment compris ta question. Oui, c'est pour aider à demain. Ouais. Oui, donc c'est vraiment un outil de première approximation sur, OK, on a un cadre global qui reprend ces frontières planétaires, ce plancher social, et ça vous permet en fait d'avoir cette approche complète. Voilà, on va vous amener à vous positionner aussi là-dessus pour avoir un référentiel commun et qu'on ait une grammaire commune, un langage commun pour se comprendre, identifier et s'aider dans des regards croisés.